François Ruffin, bonjour. Bonjour. Député La France Insoumise de la Somme, François Ruffin. Le fabricant japonais de pneus Bridgestone décide de fermer son usine de Béthune dans le Pas-de-Calais. La moins rentable d'Europe, dit la direction du groupe. 863 emplois supprimés. Que dit le gouvernement? Une trahison de la confiance de l'État et de la région. Que dit le président de la région? Un assassinat. Visiblement, on a eu affaire à des cyniques et à des menteurs. Et vous, que dites-vous? Moi, je considère que les traîtres, les cyniques, les menteurs, c'est le gouvernement. Ce sont les anciens ministres et les ministres qui ont ces propos-là. Qu'est-ce que Bridgestone? C'est une délocalisation. On a investi 10 fois plus en Pologne qu'on a investi sur le site de Béthune. Pourquoi? Parce qu'on laisse importer des pneus en provenance d'Asie, en provenance de Chine, qui ont été à peu près multipliés par 4 depuis le milieu des années 2000. Qu'est-ce qu'on a connu déjà chez nous? À Goodyear, à Amiens. Délocalisation par Pologne. Qu'est-ce qu'a connu Continental? Toujours dans mon coin, à Compiègne. À Aix-la-Chapelle aussi en Allemagne, voilà. D'ailleurs. 1800 emplois supprimés. C'était une délocalisation vers la Roumanie, sans revenir sur Whirlpool, Magneti Marelli, Honeywell. Ça fait 30 ans que ça dure. Ça fait 30 ans qu'on entend les mêmes pleurnicheurs. Ça fait 30 ans. On sait bien que ces multinationales, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fauves. S'ils ont la possibilité d'aller chercher un coût du travail qui est plus bas en Pologne ou d'aller chercher un coût du travail qui est plus bas en Chine, elles le feront. Donc maintenant, face aux fauves, il y a deux solutions. C'est pas de faire de la morale. On ne fait pas de la morale à un fauve. Par contre, on lui met une cage, c'est-à-dire on nous protège. Ces politiques qui viennent jouer les pleurnicheurs, là, comme je les entends toujours jouer les pleurnicheurs. Vous savez, moi, ça fait 10 ans que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes. Il n'y en a pas un qui a commencé à mettre en œuvre une solution protectionniste. Il n'y en a pas un. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quota d'importation, taxes aux frontières, barrières douanières, taxes kilométriques par exemple, pour que un pneu qui est produit en Chine arrive ici et qu'il soit plus cher qu'un pneu qui est produit à côté de chez nous. Ça relève d'une évidence pour les Français et ça fait 40 ans que ces gens-là sont les complices des multinationales. Oui, la direction de Bridgestone vous répond en disant comment fabriquer des pneus qui ne se vendent pas. Non, non. En France, on achète des pneus. Par contre, qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui? On achète des pneus qui ne sont plus produits en France. Voilà le sujet. C'est une délocalisation. On va acheter des Michelin. Oui, mais même Michelin est parti et a expliqué il y a un an pourquoi il partait. Parce qu'on laisse importer des pneus qui viennent de Chine. Donc maintenant, moi je dis aux responsables politiques, soit vous continuez à jouer les pleurnicheuses comme vous le faites, et c'est vous les traîtres. C'est vous les menteurs, c'est vous les cyniques. Mais c'est qui les traîtres? C'est le gouvernement? C'est Xavier Bertrand? C'est qui? C'est les gens qui ont été complices. Oui, complices. Complices depuis 40 ans. De quoi? Regardez ça, oui. Ce masque. Oui. Masque sur blouse, médicaments, de quoi on a manqué au printemps? D'à peu près tout. Dans mon coin, la Picardie, qui était un grand coin textile, comme le vôtre d'ailleurs, grand coin textile, on n'est plus foutu de fabriquer ça. C'est pas le fait du hasard. C'est parce que nos dirigeants politiques, depuis 40 ans, ont été les complices de suite multinationales. Sur les masques, c'est quoi? Ce sont les accords multifibres qui ont fait qu'on a détruit... Mais... Attendez, monsieur Bourdin. Oui. Qu'on a détruit l'industrie textile. Qu'est-ce qui se passe sur les pneus? C'est qu'on a ouvert, avec l'Organisation mondiale du commerce, on a ouvert l'industrie à tout vent. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur l'agriculture? Puisqu'on continue le même logique. Mercosur, CETA, accord avec le Mexique. On produit une délocalisation de notre économie. Et ça c'est tragique pour les salariés, évidemment. C'est tragique pour nos impôts, puisqu'on laisse partir, par exemple en Pologne, c'est vers une zone franche que ça part. Mais c'est tragique aussi pour l'environnement. Pourquoi? Parce que c'est des transports tous azimuts dans la planète et qui polluent. Donc là, maintenant, c'est Nicolas Hulot qui disait « La cause de tous nos maux écologiques, ce sont les accords de libre-échange ». Donc soit maintenant, Xavier Bertrand, Gabriel Attal et tout ça, ils cessent de dérouler le tapis rouge multinational et de s'en faire le complice. Et à ce moment-là, il y a une solution, c'est mettre en œuvre des solutions protectionnistes. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas partir les lave-linges. Comment ça se fait? Regardez, je suis dans un coin où il y avait une usine de lave-linge. La petite Suisse, vous imaginez comme la petite Suisse, ils ont 2 usines de lave-linge. La grande France, elle n'a plus aucune usine de lave-linge. Pourquoi? Parce qu'on a des politiques qui sont complices de cette désertification industrielle. Oui, mais dites-moi, il y a une réalité aujourd'hui, François Ruffin. Production en baisse, effectifs qui s'amenuisent, bon, manque d'investissement, d'accord. Mais il y a le ralentissement du marché automobile. Non mais... Dans la durée, enfin, il y a une crise. On vit une crise. On vit une crise qui est immédiate. Vous savez,
Goodyear. Est-ce que c'est un Goodyear, prétexte? non, mais Est-ce que vous pensez que la crise du coronavirus est un prétexte pour Bridgestone ou d'autres? Bridgestone ne l'utilise même pas comme prétexte. On peut dire qu'ils ont cette honnêteté, excusez-moi, mais quand ils disent, voilà, le problème de fond qu'on a aujourd'hui, c'est que on a d'importation de pneus chinois et que c'est moins cher de produire en Pologne, ils le disent assez clairement. Donc là, il y a plein de trucs sur lesquels je trouve que le masque sert de masque aussi au problème. Là, c'est clair, c'est une délocalisation dans la continuité de ce qui s'est produit chez moi dans 30 ans sur l'ameublement, sur les chips. En Picardie, on a vu partir les chips. Qu'est-ce qui nous reste ? Et ça, je suis désolé, mais quand j'entends le gouvernement parler de relocalisation, il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule. Comment on va faire de la relocalisation dans un plan de relance en donnant plein d'argent, en diminuant les impôts des entreprises ? Ça fait 30 ans qu'on essaye ça. Ça fait 30 ans que ça marche pas. Vous croyez vraiment que les masques, les surblouses, ils vont revenir parce qu'on va baisser la contribution économique territoriale de 3% à 2%? C'est de la foutaise. Donc maintenant, on les met au pied du mur. Soit ils refusent déjà les accords qui sont en cours, Mercosur, accord avec le Mexique, CETA, et ils opèrent une sortie d'un certain nombre de choses. Moi, je mets en priorité les aliments, les vêtements, les médicaments. Ils sortent ça des traités de libre-échange. Mais voilà, et maintenant, aujourd'hui, c'est le libre-échange ou pas le libre-échange. Tous ceux qui acceptent le libre-échange sont complices de Bridgestone. François Ruffin, vous vous associez à la grève d'aujourd'hui? Bien sûr. La grève de la CGT, bien de sûr, plusieurs autres syndicats, SU Solidaire. Je serai bien sûr à la manifestation. Vous serez à la manifestation. Mais pourquoi cette grève? Parce que ce n'est pas ce que j'entends parmi les organisateurs. Le discours que vous tenez, c'est pas tout à fait le même. Moi, je vais vous dire pourquoi j'y serai. Oui. On a un plan de relance supposé de 100 milliards. C'est un habillage publicitaire, c'est sur plusieurs années et tout ça. Allons-y. Les 280 plus grosses entreprises du pays vont ramasser 25% du plan de relance. D'accord ? Et à l'inverse, vous savez que je me bagarre par exemple pour les auxiliaires de vie sociale. Il n'y aura pas 1 euro pour Annie, il n'y aura pas 1 euro pour Martine, il n'y aura pas 1 euro pour Asia, il n'y aura pas 1 euro pour les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, il n'y aura pas 1 euro pour les femmes de ménage, il n'y aura pas 1 euro pour tous ces métiers dont on a dit au cœur de la crise, il faudra nous rappeler, c'est le président de la République qui disait ça, que notre pays tout entier tient aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies rémunèrent et reconnaissent si mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ça n'a pas changé. Ils sont toujours aussi mal rémunérés et ils sont toujours aussi mal reconnus. Mais on voit que le gouvernement a fait un effort considérable. Les Français, pas que le gouvernement, l'État. Donc nous avons fait un effort considérable pour le chômage partiel, pour proposer une activité partielle longue durée, pour faire face à cette crise, François Ruffin. Ça, vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas le nier. Il y a eu un effort qui a été fait. Je ne conteste pas le chômage partiel. En revanche, je conteste le plan de relance. Oui, je conteste fermement le plan de relance. Et vous savez, moi, je viens de faire un tour de ma circonscription. Je passais 4-5 jours à faire mon petit reporter avec mon calepin à la main et tout ça. Les Bridgestone, Auchan et compagnie, malheureusement, c'est la partie émergée de l'iceberg. Vous avez le reste en dessous. Et le reste en dessous, c'est par exemple les intérimaires. Moi, je croise une femme qui était au bord. Ça fait 10 ans qu'elle galère. Elle dit, ça fait 10 ans que je vis comme une chômeuse. Elle avait un entretien d'embauche au mois de mars. Dans une grande boîte. Elle espérait le 13e mois, le 14e mois, le comité d'entreprise, enfin tout ça. Et là, non seulement on lui a arrêté son contrat, mais en plus, dans 1 mois et demi, possiblement, elle est au RSA. Et j'ai rencontré comme ça des tas de gens qui, parce qu'ils ont été écartés des boîtes en toute discrétion, sont passés de 1600 à 1000 euros. Vous voyez ? Donc, et qui ont des inquiétudes pour la suite. Là, je vais réclamer une chose. Je réclame une chose. Je réclame, moi, une année blanche pour les intérimaires et pour ce qu'on appelle les permittents, c'est-à-dire tous les gens. Une année blanche, c'est ce qui s'est passé, ce qu'on a fait sur les intermittents du spectacle. C'est-à-dire de considérer que les droits au chômage se prolongent. C'est-à-dire que là, ils sont passés de 1600 à 1000 euros avec leur chômage. Et bien au moins, on les prolonge pendant 1 an. On sait très bien que dans des tas de secteurs, l'aéronautique, l'aéroportuaire, l'industrie, tout ça, ils vont galérer, et c'est pas de leur faute, pour trouver du boulot. Au moins, on leur prolonge leur droit au chômage, comme on l'a fait pour les intermittents. Dans la restauration, dans l'hôtellerie, comment vous voulez que ces gens travaillent ? On doit les laisser glisser dans le RSA ? Et donc voilà, Mais je reviens à ce mouvement de grève du jour. Le pays est en difficulté. Est-ce le moment, franchement, de se mettre en grève ? Non. On nous dira toujours que c'est pas le moment. Oui. Non, mais non. Il y a eu des gens. Peut-être des moments. Non. Là. Franchement. Oui, c'est le moment. C'est toujours le moment pour moi. Vous savez, quand on est capable de donner 100 milliards comme ça veut dire qu'on peut les orienter autrement. Et moi, regardez, il y a un rapport qui vient de paraître aujourd'hui.
d'un rapport de France Stratégie, donc qui est rattaché au cabinet du Premier ministre, sur l'évaluation du crédit pour la compétitivité et l'emploi. Un rapport extrêmement intéressant. Il dit quoi? Il dit que sur 5 ans, pour le CICE, on a donné 100 milliards d'euros pour créer combien? 100 000 emplois, dit le rapport, rattaché au cabinet du Premier ministre, ce qui est faible rapporté au coût du CICE. Qui l'a fait ça? Les 100 000 emplois supplémentaires. Qui a créé le CICE? Un gouvernement de gauche. Oui, qui l'a créé? Je vais vous dire qui l'a créé. Qui l'a créé, c'est le premier qui cause tout ça. C'est Macron. C'est Macron comme conseiller de François Hollande. Macron, Hollande fait la même chose qu'a fait Macron-Philippe, c'est-à-dire suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, flat tax, dont on a vu que ça faisait grimper les inégalités. Et aujourd'hui, dans le plan de relance, baisse de la CDAE, baisse de la CVAE, tous les sigles, hein, et puis baisse de l'impôt sur les sociétés. Donc, ça continue. C'est la même politique qui continue de cadeaux aux grandes firmes. Et moi, je souhaite autre chose. Je souhaite autre chose. On voit que quand on saupoudre comme ça, un emploi coûte 1 million d'euros avec le CICE. C'est comme si on avait donné 1 million d'euros par emploi. Vous vous rendez compte? C'est complètement dingue. Eh bien, moi, je souhaite, à l'inverse de saupoudrer, qu'on cible les secteurs qu'on veut développer. Par exemple, les premiers bénéficiaires du CICE, c'est Auchan, Casino, Carrefour. Est-ce qu'on avait besoin de donner à ces multinationales? Non, aujourd'hui, il faut cibler. Il faut donner au secteur de l'aliment, des vêtements, du médicament, pour une véritable relocalisation. Et il faut pas se podrer tous azimuts. Alors, François Ruffin, est-ce que la crise est l'occasion ou jamais de changer la société? Est-ce qu'une crise est l'occasion ou jamais de changer une société? Finalement, est-ce que la crise est une chance à vos yeux? Est-ce que vous allez jusqu'à dire cela? Non, je dis pas ça. C'est Castex qui, devant le Sénat, disait il faut profiter de cette crise pour faire perdurer les mesures temporaires. C'est pour ça que je vous pose la question. Moi, je dis pas ça. Je dis qu'en revanche, quand on a des secteurs, par exemple, qui se mettent à l'arrêt comme l'aéronautique, il faut réfléchir à quoi ils peuvent servir d'autres. Je vais vous donner un exemple. La Lucas est une entreprise qui existait dans les années 70 en Angleterre et ils avaient traversé une crise. Et à ce moment-là, les ouvriers s'étaient réunis, ils avaient regardé quelles étaient leurs compétences, ils avaient été voir les universités qui étaient à côté, qui leur avaient dit finalement vos compétences, vous pouvez produire des pompes à chaleur, de l'éolien et du train rail-route. Eh bien là, ça ne devrait pas être aux ouvriers de le faire, mais ça devrait être au gouvernement de regarder comment on fait basculer un secteur entier comme celui-là. Et là, voilà. Mais quand le gouvernement dit pas question d'imposer une éco-contribution à l'aérien en cette période si difficile, n'a-t-il pas raison, François Ruffin? Je pense que c'est pas le sujet là. C'est pas le sujet. Non, oui, moi, enfin, donc vous trouvez que le gouvernement a eu raison? Non, mais je trouve que oui, mais là où il a pas raison, c'est que il laisse faire la main invisible du marché. Et la main invisible du marché, elle fera pas que les compétences de tous les gens qui sont dans l'aéronautique, qui sont extrêmement compétents, ils vont produire massivement des pompes à chaleur, de l'éolien ou dans le budget du rail-route. Quand le gouvernement dit nous allons créer des postes de fonctionnaires, justice, police, éducation, vous applaudissez, j'imagine. On verra si ça se fait. Quand le gouvernement dit 7 milliards d'euros seront mis sur la table pour l'hydrogène, vous êtes heureux, j'imagine. Sur l'hydrogène, c'est à peu près le seul truc où je trouve qu'il y a un ciblage, où il y a une direction. Donc c'est le seul truc sur 100 milliards d'euros. Vous voyez, mais je concède ça. En revanche, je reste sur le fait qu'on ne peut pas laisser faire la main invisible du marché. Par exemple, il y a des besoins qui ne seront pas remplis par la main invisible du marché. Si vous voulez changer l'agriculture, il faut se dire que demain, les emplois qu'on aura seront des emplois moins productifs, si on veut utiliser moins de chimie et moins de mécanique. À ce moment-là, ça ne sera pas rentable dans le cadre du marché. Donc, il faut aider massivement ce secteur-là. Je prends un autre exemple. Vous avez maintenant, quand un truc casse, une machine à laver ou n'importe, on la change. Pourquoi? Parce que le secteur de la petite réparation n'est pas rentable. Il faut créer un secteur de la petite réparation, mais il va pas naître tout seul de la main invisible du marché. Il va naître parce que il y aura une décision de dire voilà, on recrute des gens, on fait des ateliers de formation, on veut qu'il y en ait un qui soit implanté par quartier, un qui soit implanté par canton, et on met en place un plan. Tout sera pas nationalisé là-dedans. François Ruffin, pour changer les choses, on change les choses par la politique aussi. On change les choses parce qu'on élit des hommes ou des femmes qui veulent changer de politique. On est entré déjà dans la présidentielle de 2022, vous le savez bien. Et Marine Le Pen est déjà candidate, Jean-Luc Mélenchon sera candidat dans 3 semaines ou un mois et demi, je ne sais pas. Enfin bon, on voit déjà, chacun s'installe dans sa posture. C'est devenu, est-ce que c'est la plaie
finalement, cette présidentialisation de la vie politique. Il n'y a pas de doute. Vous savez, à peine j'étais élu, il y a 3 ans, qu'on me demandait si j'allais être candidat à la présidentielle. Ben oui, paraît quand même un peu surréaliste. Candidat, je le sais. Mais vous me l'avez dit. Vous serez candidat ou pas? C'est pas le sujet. Je vous assure. Non, mais attendez. Je vous assure. Dites-moi non. Et puis voilà, on en parle plus. Je vous assure que c'est vraiment pas le sujet. Moi, non. C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet aujourd'hui. 2022, on verra en 2022, d'accord? On verra en 2022, d'accord. Mais vous pourriez porter une voix différente. Vous savez, j'essaye de la porter. J'essaye de la porter sans être candidat à la présidentielle, j'essaye de la porter sans être ministre, mais j'essaye de porter cette voix. Et la voix que je porte, Monsieur Bourdin, c'est pas une voix qui s'interroge sur Mélenchon, Jadot, mais ça tue les initiatives quand on s'installe déjà candidat en imposant ses choix aux autres. Ça tue. Vous faites dériver le débat sur moi. Bon, je sais pour qui je me bats aujourd'hui. Pour qui? Allez-y. Mais je me bats, je vous le dis, pour ces intérimaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des gens parfois au téléphone qui sont en dépression, qui vont très très mal. C'est ça la réalité. C'est que quand je parcours ma circonscription, je vois des gens qui ont vécu un plan social, un autre plan social, un autre plan social. Ça veut dire que ces grands leaders politiques se battent pour eux. Ça veut dire que... Vous savez ma bagarre. Il y a une semaine, j'étais sur le parking de Marcheurs avec des accompagnantes en situation de handicap, des auxiliaires de vie sociale. Je rencontrais des assistantes maternelles et tout ça. Et je le disais. Au XVIIe siècle, on écrivait l'histoire comment? C'était Louis XIV et sa cour. Et on allait regarder les cacas du roi et c'était ça l'histoire. Et ça oubliait les paysans et les artisans. J'ai pas envie de construire une actualité qui tourne autour des grandes figures de ce pays et qui oublie les femmes et les hommes sur qui notre pays repose tout entier et qu'on rémunère et qu'on reconnaît si mal. Voilà mon but. Eh bien, François Ruffin, on vous rejoindra là-dessus. On va parler de la 5G. Pour terminer, la 5G... c'est le tournant de l'innovation, la 5G. Comment peut-on être opposé à la 5G? D'abord, moi... Est-ce que vous n'avez pas envie de voir un match de football autrement? D'être au cœur de l'action. Je ne sais pas, moi. Vous savez très bien, Monsieur Bourdin, que pour être au cœur de l'action, c'est dans les tribunes. De Nîmes, de la Licorne ou du Stade Bollaert qu'on est au cœur de l'action. On peut y aller, d'accord, mais bon. Mais dans les villes, le trafic sera régulé. C'est bon pour l'environnement. Mais vous voulez que je vous donne 1000 exemples des avantages de la 5G, non? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur le fait que vous puissiez les réciter. Moi, sur la 5G, ma question, c'est il est où le bonheur? C'est tout. Ça reste ça, ma question. Et si le peuple français, dans sa diversité, pense que le bonheur, c'est d'avoir des maisons intelligentes, des villes connectées, avec des millions et des millions d'objets qui s'informent les uns les autres sur quand il n'y a plus d'olives dans le frigo et compagnie, si le peuple français pense que c'est ça, le bonheur... Majoritairement, il est favorable à la 5G. Non, c'est faux. Il y a un sondage est sorti, les 2 tiers des Français, pour l'instant, sont réservés et sont en fait hostiles pour un moratoire sur la 5G. Maintenant, il y a eu une conférence citoyenne sur le climat. À 98%, ces citoyens ont dit que c'était une technologie sans réelle utilité. Et qu'ils réclamaient un moratoire, au moins le temps que l'ANSES rende ses conclusions. Moi, ce que je demande simplement, je ne suis même pas opposé à la 5G. Ce que je demande, c'est que la technologie ne s'arrête pas sans la démocratie. Aujourd'hui, on est dans un moment de rupture entre progrès technologique et progrès humain. Ça se voit sur les phytosanitaires. On pourrait déverser des phytosanitaires, on les a, pourquoi on ne les déverse pas? Ça se voit par exemple sur le clonage humain. On a refusé de faire du clonage humain. Ça se voit sur la culture OGM, c'est possible, mais on refuse de le faire. Donc simplement, à un moment, c'est dans les technologies dont on peut disposer, lesquelles sont bonnes, lesquelles sont mauvaises, quels usages sont bons, quels usages sont mauvais. Et moi, je veux alerter sur ce que peut devenir notre société rapidement. Est-ce qu'on veut vivre devant un écran toute notre vie? Est-ce que c'est ça? Vous savez, Bill Gates, Steve Jobs et tout ça, quand on les interroge aux États-Unis... Vous rejoignez la crise sanitaire, peut-on vivre sans contact humain? Mais oui, mais tout à fait. Et moi, dans une civilisation de la distanciation sociale. Exactement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est comment on va sortir de la crise. Vous savez, vous regardez des films, vous voyez des gens qui se serrent la main, qui se font des bisous, vous dites, oh là là, c'est du temps où on avait encore le droit. Aller au bistrot. J'interrogeais un restaurateur amiénois qui me disait, quand je vois maintenant, la société, elle a pris 20 ans, on commande ses repas en ligne, on prend des apéros en ligne, bientôt on va faire l'amour en ligne. Je lui expliquais que c'était déjà plus ou moins le cas, mais bon. Donc voilà, est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller? Vous savez, je le disais, Steve Jobs et tous les grands leaders de la Silicon Valley, ils demandent à ce que leurs enfants n'aient pas d'écran.
pas d'écran dans la chambre à coucher. Ils font des écoles sans enfants. Ils recrutent pour leurs enfants des coachs et même des assistants de coach. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est l'avenir? C'est pour les gens modestes. Il y aura des écrans partout, il y aura de l'hypertechnologie et en revanche, l'humain, il sera pour ceux qui ont les moyens. Quand vous voyez que on vit dans un pays où il y a 11 millions de personnes qui ont un rapport compliqué à Internet ou pas de rapport du tout. Et pourtant, le gouvernement envisage d'ici 2022 de mettre 100% de ses services en numérique. C'est par la technologie une exclusion massive. Bref, je pense qu'autour de la 5G, il y a un certain nombre de questions à poser. Il ne s'agit pas d'installer pour moi une peur supplémentaire, mais il y a un certain nombre de questions à poser sur la démocratie, sur l'environnement, sur quelle société on veut. Et c'est un vaste débat dont je souhaite qu'il ne soit pas tranché par le président de la Startup Nation. Parce que c'est quand même Monsieur Macron, il a été élu par les boîtes de télécom avant d'être élu par le peuple français. Donc on comprend bien qu'il souhaite aller rapidement dans cette direction. Merci François Ruffin d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous, Monsieur Bourdin. Sur RMC, sur BFM TV.